Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du quart d'heure de célébrité, l'émission qui donne la parole à celles et à ceux qui gagnent à être connus. Aujourd'hui, quart d'heure de célébrité de Jacob Cohen. Bonjour. Bonjour. Alors Jacob Cohen est l'auteur notamment d'un livre qui vient de sortir qui s'appelle Le Printemps des Sayanim. Alors je ne l'ai pas lu mais j'ai vu votre interview par Franck Abed et donc je vais me baser là-dessus pour commencer cette interview. Et déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Printemps et pourquoi Sayanim? Bien. Alors le printemps, c'est-à-dire je cherchais un mot qui fait référence à une espèce d'action importante, donc d'éclosion, et j'ai pensé à ce terme de printemps poétique, parce que bon, dans le titre, il faut chercher quelque chose. Bon. Et Sayanim, j'ai tenu à le mettre en titre, parce que pour moi, c'est un terme qui mérite d'être connu, et je voudrais que ce terme devienne un des éléments d'analyse politique quand on parle de ces actions en France. Alors justement, de quelles actions s'agit-il? Est-ce que vous pouvez définir ce qu'est un Sayanim? Alors, un Sayan, pluriel Sayanim, c'est un juif, évidemment, qui par patriotisme, entre guillemets, accepte de donner un coup de main au Mossad. Bon, il peut lui donner un coup de main. Bon, évidemment, il y en a quelques milliers dans chaque pays, qui sont répartis dans tous les domaines où le Mossad peut avoir intérêt à avoir des informations. Par exemple, ça peut être les grands hôtels, ça peut être un garage s'ils ont besoin d'une voiture trafiquée. Comme j'ai raconté tout à l'heure, ça peut être un Saclay pour avoir les dossiers des scientifiques irakiens. Ou bien le Mossad, ça c'est dans le domaine de l'espionnage, ou bien le Mossad aussi a un département qui s'appelle la guerre de propagande. Et donc, par exemple, si vous avez lu dans l'interview, je dis une chose, c'est que ces Sayanim qui sont probablement dans les médias, dans les institutions politiques, parlementaires, ont fait en sorte de mettre en épingle l'affaire de comment il s'appelle déjà, ce soldat, machin prisonnier, Oui. Gilad Shalit. Oui, Gilad Shalit. Ce qui est surprenant, c'est que comment se fait qu'un caporal d'une armée d'occupation devient, du jour au lendemain, en quelques jours, un homme connu du monde entier. Connu du monde entier. Je suis sûr qu'en Auvergne, si vous dites le soldat israélien, Gilad Shalit, il est connu. Comment ça se fait que son père, qui est un simple employé, ait pu parcourir le monde, rencontrer George Bush, puis Barack Obama, Sarkozy à plusieurs reprises, Merkel, etc., le pape, le Parlement européen, c'est un caporal d'une armée d'occupation. Je suis sûr que même un général américain, on n'aurait pas fait pareil. Et ça, vous dites, c'est du fait de l'action des Sayanim? Bien sûr, pour moi, je considère. Alors, qu'est-ce que vous avez comme preuve de ça? J'ai aucune preuve. Aucune preuve? Non, là-dessus, j'ai aucune preuve. Non, la preuve que j'ai, c'est quoi? C'est-à-dire, moi, je fais l'analyse suivante. Comment ça se fait? Est-ce que c'est logique qu'un soldat d'une armée d'occupation, qui est enlevé par un mouvement de résistance, est-ce qu'il est logique qu'en 4 ans, son père, qui est un simple kidam, soit reçu par tous les chefs d'État à plusieurs reprises, que ce soldat, il est connu, alors qu'Israël, le lendemain de son enlèvement, a enlevé 45 personnalités politiques du Hamas, des députés, des ministres, des parlementaires, des conseillers municipaux, des maires. Ce sont des représailles collectives, condamnées par les conventions de Genève. Ils les ont enlevés, kidnappés, maintenus au secret, en fonction de la détention administrative, qui existe dans la seule démocratie, entre guillemets, du Moyen-Orient. C'est-à-dire qu'Israël a dans son arsenal juridique un article qui s'appelle la détention administrative, grâce auquel il peut détenir n'importe qui, pendant des mois, des années, dans le secret absolu, sans procès, sans jugement, sans avocat. Et cette action, le fait de monter en épingle Gilad Shalit, a fait en sorte que l'autre versant, c'est-à-dire les 45 personnes qui sont restées en prison 3-4 ans, sans procès, pour rien, eh bien, ils ont été maintenus et les médias n'en parlent pas. Voilà. On ne parle que de Gilad Shalit. Voilà. Alors, on ne parle que de Gilad Shalit, mais il y a d'autres exemples qu'on pourrait prendre également et qui tendent à démontrer exactement le contraire. Oui. Je vais vous en citer un ou deux.
Bon, récemment, il y a eu l'histoire de la flottille dite de la liberté. Donc, le monde entier est tombé sur un bras raccourci sur Israël. Donc, je ne sais pas où étaient les Sayanim à ce moment-là. Mais un autre exemple, encore plus dans l'actualité, c'est l'affaire Al-Doura. Ouais. Bon, j'imagine que vous avez entendu parler de cette affaire. Bien sûr. Bon, il se trouve que là, vous avez, au sommet de la télévision publique, des gens qui couvrent Charles Anderlin, si effectivement ce que dit Philippe Kersanti est vrai, à savoir que ce serait une mise en scène. Comment vous expliquer, puisque là on va fêter le 10e anniversaire le 30 septembre 2010, et Philippe Kersanti est absolument isolé. Il a été traité d'antisémite, de négationniste, donc, comparé à Forisson. Il a été traîné dans la boue. Il y a une pétition qui a été faite au Nouvel Observateur où des centaines de journalistes ont signé contre lui, souvent sans avoir vu même les images. Alors, comment vous expliquez ça? Où sont les Sayanim? Enfin, est-ce que c'est pas un contre-exemple qui finalement a validé votre thèse? Non, mais peut-être que les Sayanim ne peuvent pas tout, heureusement. Après tout, ils ne sont pas... Bon, le fait est qu'ils existent. C'est-à-dire, quand on lit des ouvrages... Quelles preuves vous en avez? Les seules preuves que j'apporte, ce sont les ouvrages que j'ai lus. Tout à l'heure, j'ai cité Gordon Thomas. C'est un homme connu et reconnu pour ses compétences en matière de services secrets. Bien, ça c'est un fait, on peut chercher. Bon. Il a rencontré tous les chefs du Mossad depuis les années 60. Il les a interviewés pendant plusieurs heures. Il les cite, il cite les lieux, et ces chefs du Mossad eux-mêmes ont reconnu l'existence des Sayanim. C'est même un chef du Mossad à la fin des années 50 et 60 qui a dit voilà ce que c'est le Sayanim, etc. Et il a compris l'utilité. Donc, c'est le Mossad lui-même qui a reconnu l'existence. Victor Ostrovsky, qui a fait partie du Mossad, parle de ces Sayanim à Londres, parce qu'il a vécu à Londres, et il cite des exemples. Donc, moi, personnellement, évidemment, je ne peux pas vous apporter des preuves, mais il y a des gens qui connaissent la réalité, enfin, qui ont étudié la réalité et qui apportent ces preuves. D'accord. Alors, je vais sortir de la grille de lecture morale, c'est pas la question, pour rentrer sur une grille de lecture que je qualifierais de puissance. C'est-à-dire que si ce que vous dites est vrai, si ce que M. Ostrovsky et d'autres disent est vrai, est-ce que ce serait pour autant une mauvaise chose qu'un service secret d'un pays ne cherche pas à avoir des appuis, un peu comme quand on va faire un reportage à l'étranger, on a un fixeur. D'accord. Est-ce que c'est quelque chose de néfaste et pourquoi, sachant que tout service secret d'un État devrait faire ça avec sa propre diaspora, ou sa propre... Tu sais, les Français au Canada devraient être des agents de renseignement. D'ailleurs, même Lénine lui-même disait que chaque habitant russe était un agent de renseignement pour lui. Alors, mais je partage totalement votre point de vue. D'accord. Donc... Sauf que moi, je dis la chose suivante. Bon, tout d'abord, d'un point de vue, c'est-à-dire le Mossad embarque, et le gouvernement israélien, le Mossad, les nations sionistes, embarquent dans leur combat les juifs et les communautés juives de la diaspora. Les embarquent dans un combat que je considère personnellement non seulement immoral, à la limite, ça ne me dérange pas, enfin je veux dire, à la limite, bon tant pis, le monde n'est pas basé sur la morale, mais que je considère perdu d'avance. Et le fait d'associer les juifs, la communauté juive, à ce combat que je considère perdu d'avance, parce que forcément, il y a, enfin bon, on ne va pas revenir sur le débat, que je considère perdu d'avance, risque d'avoir des répercussions très négatives sur le destin de ces communautés, je ne sais pas, dans 10, 20 ans, 30 ans. Voilà, c'est ça, c'est le retour de bâton que je crains. C'est-à-dire le fait qu'on associe, et tous les efforts du CRIF par exemple, des nations juives, d'associer au maximum des juifs à Israël, et à sa politique d'occupation, de colonisation, etc., et d'empêchement d'avoir la paix, eh bien, un jour ou l'autre, malheureusement, pour moi c'est une opinion personnelle, je pense, et c'est là où je condamne, c'est-à-dire, je dis voilà ce qui se passe, et je me dis, voilà, eh bien, un jour ou l'autre, on va payer. Vous pensez que ça crée de l'antisémitisme? Si, pour résumer votre thèse. Oui, évidemment. D'accord. Évidemment. Alors, dans l'interview que vous avez accordée à Franck Abed, il y a une question qui m'a paru intéressante parce que, pour une fois, enfin, pour le coup, j'étais en désaccord avec vous, mais radicalement. C'est quand vous dites à un moment, les médias français sont aux mains, je crois, des judéo-sionistes. Voilà ce que vous avez déclaré. Bon, d'accord.
Bon. Alors vous allez peut-être pouvoir rectifier, parce que c'est une formulation évidemment très brutale, et qui mérite un certain nombre de preuves. Or, moi, ce que je vois plutôt, c'est que dans les médias français, vous avez quelques personnalités ultra médiatisées, Bernard-Henri Lévy, Alain Finkielkraut, Glucksmann, on ne le voit plus trop. Mais à part ces deux-là, il n'y en a pas tant que ça finalement. Adler, on peut dire, bon, qui sont évidemment pro-israéliennes, encore que Finkielkraut a signé l'appel J-Call récemment, et Bernard-Henri Lévy aussi. Donc, bon, les durs, enfin, ce que les pro-palestiniens qualifient comme durs, par exemple Gilles-William Goldnadel, on ne le voit pas beaucoup, Guy Millier, on ne le voit pas beaucoup. Bon. Et finalement, les pro-palestiniens dans les médias français, alors là, je pourrais vous citer Ouria Boutelja, qui a été invitée 20 fois, dont 15 fois chez Frédéric Tadei ces 3 dernières années, alors qu'elle n'a aucune légitimité, c'est une jeune porte-parole d'un mouvement. Bon. Mais je pourrais vous citer des dizaines de noms, et vous les connaissez mieux que moi, de Ronnie Broman, Edgar Morin, en passant. Comment vous pouvez expliquer, déjà, est-ce que vous reconnaissez, malgré tout, qu'il y a plus en quantité de pro-palestiniens dans les médias français qui passent que de pro-israéliens, ou pas, voilà. Et donc, comment vous expliquez ça? Pas du tout. Alors, je vais vous dire, vous savez, la domination, que je mettrai entre guillemets, de l'idéologie sioniste dans les médias français depuis les années 50 jusqu'à peu près récemment, c'est pas nécessairement qu'il y a quelques sayanim qui tirent les ficelles. Il y a une espèce d'imprégnation des esprits dans les télévisions, dans les journaux, l'imprégnation des esprits en faveur d'Israël. C'est-à-dire en faveur d'Israël, carrément. Quels sont vos Je vais vous donner un exemple. Voilà, Je peux multiplier les exemples. Combien de fois le film Exodus, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est dommage, parce que le film Exodus, c'est... Vous savez, on n'a pas besoin de faire de la propagande. On n'a pas besoin. 1948, écrit, scénarisé par Hollywood. Mais c'est extraordinaire. On n'a pas besoin. Une génération entière a été façonnée par ce film. C'est-à-dire, les Juifs étaient là. Mais ça c'est connu, Hollywood. Non, mais justement. Mais c'est pas la télévision française. Non, mais ce film est passé dans les télévisions françaises. Non, il est repassé même il y a quelques mois. Pour vous dire je l'ai raté, alors. C'est dommage. Alors que un film qui s'appelle Route 181, il est passé sur Arte. Mais il dure 5 heures. D'accord. Je ne sais pas s'il dure 5 heures. Enfin bon, il est passé sur Arte. Ça veut dire 2-3% d'audience. Bon. Évidemment, il n'est pas passé sur France 2, il n'est pas passé sur TF1, etc. Bon. Donc, je pense qu'à un moment donné, l'imprégnation des esprits, et les esprits sont déjà conquis par cette idéologie. Il est vrai qu'aujourd'hui, les temps changent. C'est-à-dire que, petit à petit, on a une autre lecture de 1948, on a une autre lecture de 67, il y a l'occupation, etc. Et donc, même les esprits, même les esprits occidentaux imprégnés, ils ne peuvent plus empêcher l'émergence d'idées nouvelles. Et je vais vous parler de la flottille, puisque vous m'avez évoqué la flottille. La flottille, dans ce que j'ai vu, j'ai pas regardé France 2 et TF1, mais d'après des extraits qu'on m'a montrés, on a toujours essayé de dire la flottille pro-palestinienne, etc. C'est-à-dire, en fait, on a essayé de dire, alors que déjà, manifestement, c'était un acte, au départ, c'est un acte de piraterie internationale. Le fait d'aborder des navires en dehors des eaux territoriales, d'une part. Deuxièmement, le blocus de Gaza est illégal. Alors que, voilà, donc en fait, on essaie... Oui, c'est un blocus égypto-israélien. Non, je parle du blocus maritime. Le blocus maritime est illégal. Je veux dire, le blocus maritime empêche même les pêcheurs gazaouis d'aller pêcher à 200 mètres de la côte. Voilà, c'est terrible, mais c'est comme ça. Bon, voilà. Donc, en fait, au lieu de dire les choses par leur nom, on essaye de partager les responsabilités, etc. Il n'y a pas de partage de responsabilités pour moi quand il y a un occupant et un occupé, quand il y a un agresseur et un agressé. Pour moi, je suis désolé, c'est pas la même échelle de valeur. Enfin, je me rends compte quand même que vous ne répondez pas sur le fait que beaucoup plus de pro-palestiniens sont invités beaucoup plus souvent que de pro-israéliens. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, pourquoi? Parce que vous citez la seule
émission, à ma connaissance, hein, je peux me tromper. Toutes émissions confondues, là, pour le coup. Non, vous me citez une seule, Ce soir ou jamais. Ah non, mais c'est... Non, mais je regarde pas beaucoup la télévision, je suis désolé, peut-être je me trompe. Mais si on fait référence en termes d'audience, c'est-à-dire les grandes chaînes, voilà, je ne crois pas, peut-être je me trompe, hein. Là je reconnais mon erreur, je dis humblement que je n'ai pas suivi les dernières émissions, etc. Mais pour moi, je reste convaincu jusqu'à aujourd'hui qu'il y a... les pro-palestiniens passent dans quelques émissions tard le soir, et puis voilà, et on a l'impression qu'ils occupent le terrain. Alors que les autres, vous savez, on n'a pas besoin de faire venir Bernard et Lévy, voilà, non, pas du tout. Il y a beaucoup de gens qui sont façonnés par, comment dire, un appui. Moi, je suis surpris. Demandez à des gens qui ont 50 ans, 60 ans, dites-leur Israël. Moi, j'ai fait l'expérience. Mais ils disent tous, ah oui, c'est un État démocratique qui se bat pour sa survie, etc. Enfin, ils répètent parce qu'ils ont été formés à l'idéologie ancienne. Et les médias occidentaux, vous savez ce qu'ils ont fait pour l'Irak quand même. Donc, en fait, les médias occidentaux, quand ils adoptent une attitude, ils savent y faire. Voilà. Ils n'ont pas besoin... Mais alors, bon, moi, Israël, État démocratique, ça ne me choque pas, puisque après tout, ils ont un parlement, où il y a même des députés arabes, ils ont une presse libre. Vous reconnaissez vous-même d'ailleurs qu'il y a une presse qui condamne l'occupation, etc. Bon, donc c'est une presse libre. On en parlait juste avant cette vidéo, c'est le pays le plus médiatisé au monde. Donc c'est bien qu'Israël permet l'accès à ces territoires dits occupés. Bon. Donc finalement, où est la dictature, enfin, l'apartheid même, je crois que vous employez ce terme. Vous savez qui a utilisé l'apartheid pour la Cisjordanie? Je vais vous surprendre peut-être, c'est Jimmy Carter. Et c'est le titre d'un livre. Voilà, oui. Mais en quoi c'est une référence? Parce que c'est un ancien président américain. Jimmy Carter n'est pas un islamiste acharné. Je sais pas. Bon. Vu ses prises de position récentes... Bon, non, mais je veux dire, c'est quand même... Il a parlé et c'est même en titre, je crois, d'un ouvrage. Bon, c'est quoi l'apartheid? Comme en Afrique du Sud. C'est-à-dire, si on prend le territoire de la Cisjordanie, enfin, je ne sais pas si vous voulez parler d'Israël, mais bon... Pas spécialement, mais allons-y. Bon. Non, mais rapidement. L'apartheid... Parce que j'aimerais revenir au Sayanim. Très bien. L'apartheid, c'est une force armée avec ses colons qui impose sa loi. Voilà. Et qui impose sa loi aux habitants autochtones. C'était ça en Afrique du Sud? Ben oui. Dans un sens, c'est comme ça. C'est-à-dire, vous habiterez là, vous ne pourrez pas vous déplacer comme ça. On vous prend l'eau, etc., etc. Voilà, c'est ça l'apartheid. En Afrique du Sud, il y avait une différence de droit. Eh bien, il y a aussi une différence. Non, vous savez, un Palestinien... Mais oui, les Arabes israéliens ont les mêmes droits. Non, je ne parle pas des Arabes israéliens. Je parle de la Cisjordanie, qui est une zone d'occupation militaire, et l'administration est militaire. Voilà, c'est-à-dire que... Il y a le Hamas. Si vous prenez Ramallah, par exemple. Oui. Si vous prenez Ramallah, il n'y a pas le Hamas, et les Palestiniens vivent bien là-bas, non? Non, ils vivent mieux qu'à Gaza, en tout cas. Non, mais je ne sais pas s'ils vivent bien. Parce que le Hamas a une responsabilité là-dedans, quoi. Bon, je pense que... C'est un long débat. Alors revenons au Sayanim. Moi, ce qui me dérange un peu dans cette thèse, c'est que finalement, vous n'avez pas de preuves. Alors certes, vous vous reposez sur des écrits d'autres personnes, mais est-ce que c'est pas facile finalement de lancer la suspicion sur toute une communauté, je déteste ce terme, enfin sur tous les juifs de France, parce que finalement, on va les regarder, et moi le premier d'ailleurs, je suis d'origine juive. Bon, alors est-ce que vous ne me soupçonnez pas d'être un Sayanim? Est-ce que vous faites partie du Bnei Brit? Non. Bon. Mais j'ai signé un livre au Bnei Brit. Oui. J'ai été invité, parce que j'habite le 16e. Non, mais de toutes les façons, je vais vous dire. On ne peut pas... évidemment, ce sont des gens qui ne se déclarent pas, qui n'écrivent pas Sayan sur leur front. Bien. Si vous n'admettez pas... De deux choses l'une. Ou bien les écrits que j'ai cités vous ont convaincu. Et alors, à ce moment-là, moi, personnellement, évidemment, j'ai romancé. Par exemple, d'où vient le chiffre de 3000? Parce que... Qui a pu chiffrer ça et comment? Victor Ostrovsky a établi le chiffre pour Londres, qui était de 3000. Pour Londres? Pour Londres, seulement Londres. Et moi, je me suis dit que si à Londres, il y a 3000, en France, qui est quand même 2 fois la communauté plus nombreuse, je ne me suis pas dit 5-6 000, je dis 3000. C'est pas très scientifique, ça.
Mais bien sûr que c'est pas Parce scientifique. que si ça se trouve, il y en a 100 ou il y en a 10 000. Il y en a peut-être 2000. Ouais. Bon, Mais pourquoi vous dites un chiffre si vous n'en savez rien? Non, j'ai C'est ça dit qui est- au conditionnel. Ah J'ai bon dit qu'il y aurait, voilà, on estimerait, voilà. Bon, Vous estimez? Oui, j'estime et Ah. j'assume. Voilà. C'est pour donner une idée. C'est pour donner une idée à ceux qui lisent. Ils se disent bon, voilà. Maintenant, vu de ce que j'ai lu, des ouvrages que j'ai lus et qui donnent des chiffres. Voilà, et bien moi j'ai estimé qu'il y aurait à peu près, maintenant, à 1000 plus ou 1000 moins, je ne sais pas quelle différence ça fait. Voilà. D'accord. Bah, de toute façon, on ne peut pas savoir, puisque comme Non, vous on ne dites... peut pas savoir, à moins il y a- d'interroger le chef des Sayanim. Et puis, Ah, ils ont un chef? ah ben évidemment, j'imagine. Il s'appelle comment alors? On ne sait pas? Dans le roman, il s'appelle Uri Soulitzer. D'accord. C'est l'attaché Ah oui, parce qu'il faut dire culturel. dans votre Et c'est roman... l'attaché culturel à l'ambassade d'Israël. Voilà, bon, mais c'est dans le roman. Hein, Donc vous avez fait un roman, effectivement, on a oublié de le dire, et chacun de vos personnages principaux Oui. a un nom, un pseudonyme, Oui. disons, et donc BHL c'est MST parce que vous l'aimez pas beaucoup, et d'autres choses comme ça. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et puis merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Si vous avez des questions pour M. Cohen, je pense qu'on peut vous les envoyer et vous y répondrez. Bien sûr. Parce que je pense que ça va générer pas mal de questions. Et à très bientôt. N'oubliez pas que la liberté d'expression ne vaut que si elle est partagée par tous. Au revoir.